Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, un podcast contenant des discussions avec des personnes passionnées et passionnantes du milieu artistique. Et aujourd'hui, on accueille Anthony Lopez, aka Peko, aka Anto le débile, aka Coco Lastico. Beaucoup trop de aka. Comment ça va, Anto ? Eh bien, ça va très bien. C'est un honneur d'être ici. Merci Mélissa de m'avoir invité. C'est très cool de t'avoir, Anthony. Déjà parce que tu es quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Du coup, c'est déjà très bien. C'est positif, ça. C'est très bien, merci. Anthony, qui est donc peintre. Oui, peintre, dessinateur, c'est les médiums que j'utilise le plus en tout cas. Oui. Mais il m'arrive de faire un peu de design, un petit peu de sculpture, quand l'envie me prend. Mais sinon, oui, de la peinture principalement et du dessin. Est-ce que tu peux me parler de ta formation, ton parcours, tout ça ? Oula, alors j'ai un parcours un peu particulier, on va dire. À partir du lycée, j'étais à Bordeaux à Montesquieu, j'ai fait 1 an à Montesquieu, c'est là où j'ai rencontré beaucoup de personnes qu'on a en commun. Et ensuite, en fait, on m'a proposé de partir aux États-Unis, étudier, pour apprendre l'anglais. À ce moment-là, je ne savais pas que je voulais prendre une voie artistique dans ma vie. Mais je me suis dit, c'est une occasion en or, partir voyager, en plus aux États-Unis, en plus pour apprendre l'anglais. Brian is in the kitchen, hein, c'est très important. Et en gros, je me suis retrouvé au Texas, à Houston, Texas, où j'ai passé 1 an avec les cow-boys. Et ensuite, c'est là où j'ai décidé de me mettre dans l'art. C'était un peu organique, tu vois. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça, c'est la seule chose que je me vois faire en tout cas. Et donc voilà, j'ai continué mes études aux États-Unis. Je suis parti en Californie pendant 2 ans, puis après à Chicago pendant 1 an. Et ensuite, j'ai décidé de repartir en Europe, mais je savais pas trop où aller. Je suis allé voir mon grand-père et je lui ai dit « Papy, où est-ce que je vais, papy ?» Il m'a fait « La Belgique, c'est bien. » Et en gros, voilà, je me suis retrouvé en Belgique. J'ai fait 3 ans d'études là-bas, mais juste comme ça. Mais je suis une personne qui prend les décisions très à la légère. Et les décisions importantes, surtout. C'est pas super de temps en temps, mais bon. Bah là, en l'occurrence, c'était plutôt bénéfique, j'imagine. Mais là, j'ai pris la meilleure décision de ma vie à venir à ce podcast. Je ne regrette rien. Rien de rien. Et donc voilà, et j'ai fait mes années d'études à Bruxelles pendant 3 ans. Et là, ça fait 2 ans que je suis retourné à la maison, à Bordeaux, voir ma famille, voir mes amis, être bien. Et là, je travaille avec mon frère en ce moment, particulièrement, parce qu'il monte un immeuble, il l'a monté, et moi, j'ai mis l'art dans cet immeuble, de chaque appartement. En gros, il loue de façon hebdomadaire, ou un terme technique comme ça, journalier. Et donc voilà, c'est là où je suis. On t'a proposé d'aller aux États-Unis ? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par « on t'a proposé » ? Mes parents m'ont proposé. Ah d'accord. Parce qu'en fait, mon frère est parti étudier aux États-Unis via une association qui échange les étudiants internationaux entre eux. C'est une sorte de jeu Pokémon, mais avec des étudiants partout dans le monde, quoi. Donc, mon frère Michael était niveau 16, un Pokémon de type naze à l'époque. Oui, c'est un petit niveau 16. Oui. Bon, pour être honnête, il n'était pas super fort à l'école, mais qu'il a été, à part ceux qui étaient forts. Et... Joli constat. Merci, je suis un peu scientifique aussi. Et ce voyage aux États-Unis l'a transformé totalement. Il est devenu meilleur élève de sa classe. Ça l'a complètement bouleversé. Et j'ai trouvé ce changement tellement incroyable que j'ai voulu, quand on me l'a proposé, j'ai dit je viens. Le fait que tu aies énormément voyagé, je crois savoir que tu vas souvent au Maroc aussi. Oui, j'y allais souvent. D'accord. Et là, j'y suis allé il n'y a pas longtemps, et ça faisait très longtemps que j'y étais pas allé. Est-ce que le fait d'avoir fait ces voyages comme ça t'a inspiré quelque part dans ton travail plastique ? Oui, mais en fait, c'est complexe parce que déjà voyager, ça t'apporte beaucoup de rencontres et des points de vue qui diffèrent de tout ce que tu peux y connaître, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que quand tu rencontres plein de gens de cultures et de milieux différents qui te parlent, qui ont leur point de vue, leur vision de vie, leur vision artistique, parce que j'ai côtoyé beaucoup d'artistes durant mes voyages, pour moi, c'était le plus enrichissant, tu vois. Même si on n'était pas d'accord, c'est... Plus tu voyages, plus tu as envie de comprendre les autres. Non, oui, bien sûr que ça m'a influencé. Ils m'ont fait découvrir des artistes que je connaissais pas. Ils m'ont fait voir d'autres façons de comprendre l'art. Par exemple, je me souviens, quand je débutais à peine, la performance, pour moi... c'était quelque chose d'assez abstrait que
Je comprenais pas trop le délire et tout ça. Et c'est en rencontrant des artistes performeurs, Ouais. performeuses, qui m'ont expliqué, par exemple, toute la beauté du corps, comment l'utiliser, le corps dans l'espace, comment cela peut signifier plein de choses. Et j'avais une prof, elle était performeuse, et elle nous a montré des performances que j'ai trouvées juste incroyables. Par exemple, elle fait des trucs très physiques. Une de ses performances, elle s'appelle Cheryl Pope, si jamais vous voulez la chercher sur Internet. Par exemple, une de ses performances, c'était elle tenait une table, et petit à petit, quelqu'un venait mettre des couverts sur l'autre bout de la table, de la porcelaine. Mhm. Et petit à petit, elle devait tenir. Ou elle mettait en équilibre quelque chose comme ça, jusqu'à que tout s'écrase. Mais c'était en plein milieu d'une salle, enfin, c'est super intéressant, tu vois, comme travail. Ouais. C'est sûr, de toute façon, plus tu fais de rencontres en tant qu'artiste, plus ta vision va s'élargir. Et ça ne peut être que bénéfique pour ton art. T'as fait un peu de la perf, toi? Ouais, un petit peu. Mais très vite en cours, jamais quelque chose de vraiment très réfléchi. Tu sais, c'est des Ouais. exercices et tout ça. Parce que, tu vois, on peut critiquer les performances, mais c'est quand tu commences à essayer d'en faire que tu te rends compte que c'est pas si facile que Ah ça. bah non. Et c'est d'autant plus difficile que, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent, les artistes performeurs, ils mettent pas mal leur propre corps en jeu dans la performance. Et ça demande un dépassement de soi qui est assez énorme, généralement. Bien Souvent, sûr. en tout cas. Mais tu dois connaître Abramovic, je crois qu'elle s'appelle. Marina Ça me dit quelque Abramovic, chose, un vaguement. truc comme ça. C'est une des plus grandes performeuses. Et elle était avec son compagnon, par exemple. Je sais plus, je crois qu'il s'appelait Oulay ou quelque chose comme ça. Mhm. Et en fait, eux, par exemple, ils étaient en couple et ils faisaient plein de performances à deux, Ça me dit quelque mais des chose, trucs super physiques, super Mm. intenses. Par exemple, l'un tenait un arc Ouais. et Mm. l'autre tenait l'autre bout. Ils devaient tenir en équilibre. Mais ça veut dire que le moindre faux geste, il pouvait tuer sa compagne. Ouais. C'était que des performances comme ça. Et quand tu les vois, tu te dis, mais c'est incroyable en fait. Mais là, Ouais. c'est des performances où ils poussent le physique à son maximum, tu vois. C'est dans les deux sens de la performance, là, en plus. Il y a Voilà. la performance physique sportive et la performance artistique. Et même émotionnel, spirituel, Oui. parce que c'est deux personnes qui s'aiment et en même temps, ils se mettent en danger. Enfin, Oui, ça veut dire plein de choses. C'est ça qui est ouf dans la performance, c'est que bien sûr. ça dit tellement de choses. Ouais, j'aime beaucoup ça. Tu m'as parlé tout à l'heure de la vision du corps dans l'espace, etc. C'est drôle parce que la majorité de ce que tu peins, c'est des corps. En tout cas, de tout ce que j'ai vu, c'est la totalité, sauf quand c'est abstrait. Mhm. Mais en tout cas, tout ce qui n'est pas abstrait, il y a toujours des corps dans ce que tu peins. Et même souvent, des corps enfermés dans l'espace restreint du tableau ou alors d'un cadre que tu as dessiné dans le tableau. Je dessine beaucoup de formes humanoïdes, Ouais. parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Il y a des sujets qui sont intéressants, mais quand tu réfléchis à l'art, il n'y a que les humains qui font de l'art, entre guillemets, ou qui en parlent en tout cas, tu vois. Tu peux dire, oui, il y a des animaux qui font des structures super jolies, patati patata, mais l'humain est le seul qui se questionne sur ce qu'il fait. Donc pour moi, c'est un sujet super intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien dessiner des figures, et surtout des figures qui ont l'impression d'être conscientes de leur existence. C'est pour ça des figures enfermées dans des cadres. Moi, en tant que dessinateur et en tant que peintre, je suis, entre guillemets, toujours coincé dans un cadre quand je peins. Tu peux peindre de façon différente, mais j'aimais bien cette idée, parce qu'on est instinctivement allé dans ces cadres-là, des carrés ou des rectangles enfermés. C'est vrai. J'aimais bien mettre ces personnages qui étaient trop gros ou trop grands pour l'espace qu'on leur a donné, tu vois. Et donc tu les vois un peu enfermés ou après au contraire qui sortent de ce cadre, où je peux même rajouter des cadres dans des cadres, ce genre de choses. C'est vraiment juste un questionnement de qui tu es. Enfin, moi, comment je vois la chose, parce que de toute façon, tout ce que je fais, c'est du questionnement par rapport à moi-même, tu vois. Ouais. J'essaie pas d'exprimer des vérités ou ce genre de choses. D'autres cherchent la vérité, j'essaie de juste trouver ma vérité. Je pense qu'artistiquement, à un moment, tu pars toujours de toi-même. Tu vois, même quand tu essayes de parler de la vérité en soi, c'est ta vérité à toi. Oui, bien sûr, c'est ça. Il y a pas de vérité. Surtout Ouais. dans l'art, qui est Ouais. un sujet tellement subjectif. Ouais, c'est clair. Tu vois, chacun a une vision des choses. Mais c'est ça que je trouve super intéressant. C'est qu'en fait, quand tu vois une pièce d'art, tu découvres un peu plus de toi-même.
Parce que quand tu te confrontes à une pièce artistique, tu as une opinion, tu as une pensée, mais qui te définit. Par exemple, on va voir tous les deux une peinture de canard. Toi, tu vas me dire, moi, j'aime pas ça, et tu vas m'expliquer pourquoi. Et ça va te définir qui tu es un peu plus, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'aurais pas pu savoir. Mais tu vois, c'est cette confrontation-là que j'apprécie beaucoup dans l'art. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recherche, moi, quand je fais des pièces, c'est est-ce que des gens vont avoir des opinions ? Et s'ils en ont, c'est une bonne chose. Parce que qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, à chacun ses goûts, mais le fait qu'ils le sachent, tu vois ce que je veux dire, ou je suis en train de me perdre Tu te perds pas, mais j'ai du mal à voir où tu veux en venir. Moi, ce que je comprends, c'est que déjà, le questionnement du spectateur va t'intéresser, mais surtout le questionnement de ce qui va différer entre quelqu'un à qui ça peut plaire et quelqu'un à qui ça ne peut pas plaire. Ça va même au-delà du questionnement, tu vois, c'est une personne qui est en face d'une pièce d'art, si elle a une vision et une opinion de cette pièce d'art, techniquement, elle grandit. Oui. Parce que même si, par exemple, c'est des choses qu'elle sait, où elle dit, par exemple, j'ai jamais aimé les canards, je veux jamais en voir de ma vie. Mais ça peut être un rappel, tu vois. Soit tu découvres quelque chose, soit tu te rappelles de quelque chose. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui est de l'art. Parce qu'il y a plein de choses qui te donnent des opinions et qui te font des expériences, tu vois. Par exemple, en tant qu'artiste, c'est le questionnement qu'on a tout le temps. C'est qu'est-ce que c'est l'art ? Est-ce que ce que je fais, c'est de l'art ? Patati patata. Et moi, je me dis, quand quelque chose devient de l'art, c'est quand quelque chose te fait vibrer. Ce que je veux dire par vibrer, c'est que ça crée une réaction. Ouais. Même si des fois, il y a des choses il n'y a pas d'intention que ce soit artistique, mais ça peut l'être pour quelqu'un, tu vois. Ah oui, complètement. C'est le cas de beaucoup d'affiches publicitaires. Bien qui sûr. sont dans tous les cas faites par des artistes parce que par des graphistes. Mais elles sont pas vendues en tant que telles, elles sont pas vendues en tant qu'objet d'art, et pourtant il y a des affiches, il y a de l'affichage publicitaire qui est absolument magnifique et oui, bien qui sûr. fait un truc, ouais. Mais il y a plein de trucs, par exemple, même des voitures qui peut, à cause du fait qu'elles soient reproduites en masse, on peut dire que ça peut ne pas être artistique, mais il y a des voitures qui font pleurer des personnes ou qui sont là, c'est les plus belles voitures que j'ai vues de ma vie, ils adorent la conduire, l'expérience est incroyable, ça peut monter dans le domaine de l'art, tu vois. Il n'y a pas de critique à avoir sur l'art. J'ai amené un petit exemple, si je peux. Mais bien sûr. Il y a un cas qui est apparu il y a 1 mois ou 2, je crois, et c'est une pièce d'art de Maurizio Cattelan, ou Cattelan. Laisse-moi juste préciser que le fait que tu aies fait des devoirs avant de venir, c'est ouf. Mais attends. La première personne à avoir préparé des trucs avant de venir. Quoi. Moi, c'est un honneur de voir Mélissa. J'ai peur d'échouer devant elle. Ce serait la plus grande des défaites pour moi. Je pourrais pas m'en remettre. Mais non, mais voilà, c'est trop bien. Mais merci pour ça. Merci pour ton temps. Maurizio Cattelan, oui. qui est un artiste très très célèbre contemporain, et il a fait une pièce il y a pas longtemps qui a créé le conflit dans le monde de l'art. Il a pris une banane et il a scotché sur un mur. Beaucoup de gens ont commencé à hurler en mode « ce n'est pas de l'art, il se fout de la gueule de tout le monde ». Et ça a encore plus explosé quand ils se sont rendus compte du prix de l'œuvre, qui était de 120 000 $, je crois. D'accord. Mais c'est une banane, voilà, c'est une banane, du scotch, le scotch gris, comme ça posé sur un mur, qui s'appelle Le Comédien, je crois. D'accord. Le nom de l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois beaucoup de gens critiquer cette pièce en disant ce n'est pas de l'art et tout ça. Et après, surtout avec les réseaux sociaux, ils ont créé un culte autour où ils mettaient plein d'objets qu'ils accrochaient sur le mur et ils disaient bah tu vois ça c'est de l'art en se moquant, tu vois. Mais ils se rendent pas compte de l'ironie de ce qu'ils font parce qu'en fait ça devient ultra artistique ce qu'il a fait vu que ça a influencé énormément de personnes à créer c'est clair. des choses, tu vois. Et même rien que la réaction, en fait, voilà. est importante et intéressante. Et en fait, l'art, c'est pas forcément... En fait, les gens, je pense, ont tendance à confondre la performance technique de l'acte artistique. Et c'est ce qui est souvent critiqué, comme par exemple le Carré blanc sur fond blanc, qui est une des œuvres les plus critiquées de l'histoire, je pense, qui est, comme son nom l'indique, une toile blanche, parce qu'on imagine qu'il y a eu un carré blanc de peint sur cette toile blanche, et qui a fait couler énormément d'encre, mais parce qu'en fait, l'important, c'est pas de savoir peindre à la perfection la pomme qui est devant toi, l'important, c'est la réflexion qu'il y a derrière pour y arriver, et ce que tu veux faire passer, et si le message que tu veux faire passer, c'est que ça vous plaît pas, vous trouvez ça trop cher,
vous trouvez pas ça de l'art, et ben ça marche. Si je me rappelle bien, le carré blanc sur fond blanc, c'était fait par un Russe durant les années 20, où il avait fait carré noir sur fond blanc. Et lui, en fait, c'était vraiment genre la déconstruction totale. Malevich, voilà. En plus, j'ai fait une peinture sur lui. Et j'avais gagné, j'avais fait partie d'un concours. Bon, bref. Et Malevich, lui, il avait vraiment, si je me souviens bien, c'était dans l'idée de déconstruire la peinture à son maximum. Tu vois. Et en effet, je vois carré noir sur fond blanc, carré rouge, il a fait aussi. Tu vois, c'était aussi ce questionnement de pourquoi on fait de la figure, par exemple, pourquoi on veut faire des scènes et tout ça, alors que la peinture, en soi, c'est juste de la surface, tu vois. Enfin, il y avait un questionnement sur ça que je trouvais très, très intéressant. Et c'est, moi, par exemple, mes personnages que je dessine et que je peins, j'essaie toujours de les déconstruire. Par exemple, qui ne ressemblent à personne, et c'est souvent des personnages plus ou moins androgynes. C'est des êtres sans cheveux, sans forme spécifique. Ou après, des fois, je pars aussi dans le homme-femme, je fais la différence dans certains dessins, tu vois. Mais j'aime bien le côté... ça peut être n'importe qui, tu vois. Je pense que ça permet aussi de faire encore plus de chemin dans sa tête en tant que spectateur, de faire des personnages androgynes. Ouais, oui, bien sûr. Moi, ce que je fais, en tout cas, c'est, comme je l'ai entendu dans les podcasts précédents, l'art, c'est de la thérapie. Pour moi, en tout cas. Tout art est thérapeutique parce que ça en revient à l'expérience et tout ça. Tu te découvres ou tu te rappelles de qui tu es, tu vois. Et donc, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à comprendre de moi-même en dessinant et en peignant. Rien que dans la façon de peindre ou de dessiner, tu te rends compte de qui tu es. Tu vois, je pensais pas être une personne disciplinée. Et au fur et à mesure de travailler, au début, j'étais complètement chaotique. Je balançais mes peintures partout, j'en avais partout. J'ai perdu beaucoup de sap. Classique, tu vois. L'artiste romantique qui en met partout. Moi, je ressens la peinture. Je suis une peinture. Je peignais avec un béret et un petit tablier sur la butte de mon marque. Une grande pipe qui fait « Oh, l'art, c'est des arbres !» Et en gros, je me suis rendu compte de plus je travaillais, plus je me rendais compte que je pouvais être très discipliné, tu vois. Et je me découvrais, plus je peignais, plus je dessinais, plus je me rendais compte que non pas de qui j'étais, mais aussi de ce que je pouvais être. Et c'est pour ça que moi, je trouve que tout le monde devrait au moins avoir une petite activité artistique. Mais même si, comme les gens quand ils disent « je ne sais pas dessiner », le dessin, c'est tellement subjectif, il n'y a pas de savoir dessiner ou pas. Tu peux pas dire juste parce que tu dessines, tu sais très bien faire les visages, c'est que tu sais dessiner. Oui. Parce qu'en soi, tu peux faire un dessin avec le plus de détails, les ombres possibles, mais moi, si je fais un cercle avec 2 points et un smile, les deux, c'est des visages. Oui, tout à fait. Donc ça revient au même sujet. Donc tu sais dessiner, je sais dessiner, tu vois. Oui. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la performance technique. Bien sûr. Et ça se trouve, il est même possible que ton rond avec 2 points et un sourire touche beaucoup plus, bien sûr, qu'un truc super réaliste et hyper réaliste. Mais c'est surtout ça qui est intéressant. Les artistes, ils font de l'art, mais ils le font pour les autres. Et pas non plus pour eux, tu vois. Parce que, en soi, si moi, mon art me contentait, je le montrerais à personne. Tu vois, je le garderais pour moi. Mais l'art, en soi, tu veux toujours le montrer aux autres. Donc c'est une envie d'exprimer ou d'expliquer quelque chose. Et quand tu déconstruis l'histoire de l'art, quand tu vas par exemple aux peintures des cavernes, tu te rends compte, des Cro-Magnons, tu te rends compte que même les premières œuvres qu'on considère artistiques avaient pour fonction d'expliquer ou de montrer quelque chose aux autres. Enfin, c'est ça qui est super intéressant, c'est d'une idée de partage, l'art, au départ. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose, tu vois. C'est drôle parce que justement, avec Poulby, du coup, il y a 2 semaines, on parlait de ça. Quand justement, en plus, vu qu'on parle d'art thérapeutique, à quel moment est-ce que, si c'est ta thérapie, donc tu le fais, mais à quel moment est-ce qu'en fait, tu aurais vraiment besoin de le partager ou pas ? Du coup, c'est intéressant que tu parles de ça et que tu dises que pour toi, c'est du partage avant tout, même si ça passe par l'art thérapeutique. Oui, mais par exemple, le tatouage, moi, je trouve que c'est un niveau encore au-dessus du dessin, parce que tu vois, moi, je fais un dessin. Je vais voir quelqu'un, il le met sur son mur, s'il le met plus, il le met plus, tu vois. Mais un tatouage, c'est tellement intime et personnel, tu vois. C'est vraiment marquer quelqu'un d'un signe ou d'un symbole ou à vie. Cette image-là qui est ancrée en toi devient soit un rappel d'une époque,
Pour moi, un tatouage, c'est un rappel d'un espace-temps, tu vois. C'est comme les gens qui disent oui, mais t'as pas peur de le regretter. Ben non, parce que même si par exemple tu décides de te tatouer, je sais pas, une poêle avec des œufs sur la jambe, mais si toi ça te rappelle une époque précise où est-ce que tu étais dans ta vie à ce moment-là, Ouais, ça sera ça pour moi les tatouages. Moi, les seuls que j'ai, j'en ai 3. Chacun, c'est vraiment un moment et un endroit précis dans ma vie. Et à chaque fois que je les vois, je me rappelle de cette époque, tu vois. Et ça, je trouve ça, le pouvoir des tatouages, c'est incroyable. Il aurait fallu faire un Donne ta patte spécial Poulby et toi, quoi. Ah ouais, non, on pourrait parler de ça pendant des heures. Et j'ai trouvé ça super intéressant aussi, ce qu'elle parlait avec les cicatrices. C'est très intéressant comme sujet parce que aussi, les personnes trans pourraient prendre les cicatrices comme symbole de fierté, tu vois. Genre, je suis devenu qui je voulais être, tu vois. Ouais. Mais, et en soi, le tatouage aussi donne ça, tu vois. Mais je trouvais ça super bien, cette démarche qu'elle a fait. De toute façon, toute démarche qui donne est une bonne démarche. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas la démarche de l'art, après tout, bien sûr, de donner? Mais tu vois, par exemple... si tu le vends des fois. Mais, mais tu donnes... Contrairement à un truc que tu manges, où tu l'achètes et tu le manges et du coup tu l'as. En fait, l'art, même si tu le vends, il y a toujours un endroit, en tout cas... Dans tous les milieux artistiques auxquels je pense, il y a toujours un endroit où ça reste accessible à d'autres personnes sans le payer. Si c'est une musique, par exemple, tu vas pouvoir aller l'écouter sur YouTube. Si c'est... alors, dans ton cas, toi, tu peins, donc tu peux vendre tes tableaux, mais ils sont quand même visibles sur Instagram, par exemple. La personne n'aura pas l'original et elle ne le verra pas de visu en taille réelle, etc., mais elle pourra y avoir accès visuellement. Si c'est... de la vidéo, et pareil, tu peux le retrouver sur des médiums gratuits. Bon, pas toujours si c'est au cinéma... ou alors en streaming illégal, c'est autre chose. Mais tu vois, c'est ça, t'as toujours une envie de montrer au plus de gens possible. Après, le truc de l'argent, c'est parce que tu veux gagner ta vie avec. Ce serait le monde parfait, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est juste vouloir montrer au plus de gens possible. La musique, qui pour moi c'est parmi les premiers arts. Je trouve que l'audio et le visuel, pour un être humain, c'est le plus important. Pour moi, des sens, si on doit les hiérarchiser. C'est mon opinion, chacun est libre de penser autrement. Moi, j'essaie de déconstruire pourquoi la musique et, par exemple, la peinture, la sculpture, c'est les choses qui nous touchent le plus. Avec la nourriture aussi, mais la nourriture, j'ai l'impression que c'est arrivé plus tard, tu vois. Oui, je pense pas que ça touche de la même manière. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, d'un point de vue artistique, si on déconstruit tout ça, c'est les premiers hommes, la première façon de s'exprimer et de créer des communautés, c'était par exemple de faire de la musique. Donc les gens se connaissaient à travers la musique. Et par exemple, l'art, par exemple les sculptures, les peintures, c'était aussi une façon de se regrouper, tu vois. Et après, tu peux aussi mettre de la religion, mais même les figures religieuses, ça disait à tout le monde, on fait partie du même groupe, tu vois. Ouais. Donc t'avais cette idée de partage et de communauté, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Non, mais je trouve ça assez juste comme analyse, de mon point de vue. Mais tu vois, c'est super dur aussi, parce qu'il faut aussi être confronté à que ton art ne soit pas apprécié. Tu vois, c'est pas parce que tu as quelque chose à dire que c'est souvent une des bonnes choses. Moi qui dis la moitié des choses que je dis c'est débile, tu vois, je sais qu'il faut prendre et des fois personne va prendre ce que je leur donne, tu vois. Et je les respecte parce que moi non plus je prendrais pas si j'étais à leur place. Mais tu vois, et c'est ça qui... Les gens vont pas te croire quand... parce qu'on a des discussions ultra sérieuses dans ce podcast à chaque fois avec les personnes. Et les gens vont pas croire quand tu dis que t'as des trucs débiles des fois. Chers audiospectateurs, sachez que je suis ce qu'on appelle dans le milieu un déconneur. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis sérieux pendant 10 minutes que... voilà. Hein. On a tous eu des slips sur la tête. Voilà. Soyons vrais un petit peu. C'est le podcast de la vérité ce soir. On parlait de montrer l'art aux autres et qu'il ne soit pas reçu. Mais là, c'est là où vient l'ego, qui est pour moi un des conflits les plus internes par rapport à moi, mais aussi, je me dis, c'est un problème universel, l'ego, tu vois. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que les artistes le subissent beaucoup, parce que c'est très dur qu'une personne vienne vers toi et te dise, mais tu vois, Anthony, ce que tu as fait, c'était une vraie croûte. Et tu es là... Merci. C'était constructif en tout cas. Mais ça peut arriver, tu vois. C'est très dur de pas le prendre personnellement. Bah tu peux pas parce que en fait l'art que tu produis c'est toi. Mais c'est comme quand quelqu'un t'insulte et qui te connaît pas, tu vois, tu prends pas personnellement mais t'as envie de dire. Quand même. Oui, mais tu devrais pas parce que la personne elle te connaît pas, tu vois. Tout à fait. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très dur de
de se questionner sur ça, de se dire est-ce que je fais les choses bien et tout ça. Et des fois, tu peux faire les choses bien, même si les gens sont contre toi, mais ça veut pas dire que c'est pas bien ce que tu fais, tu vois. Oui. Prenons un exemple phare, qui est l'exemple qui est utilisé par tous les artistes, et c'est un peu catastrophique parce que ça a créé une vague de types d'artistes qui sont super relous. Ok. Le Van Gogh. Ouais. Van Gogh, tout le monde lui disait, c'était nul ce qu'il faisait, tu vois. Et il a vécu une vie horrible. Mais son art, maintenant, ça fait partie des meilleures peintures de tous les temps, tu vois. Ouais. Et tout le monde est là, utilise Van Gogh comme exemple, quand on critique leurs pièces et qu'ils font « Ouais, mais c'est juste que vous comprenez pas ce que je fais et tout ça. » Et je suis là d'accord, mais tout le monde voit la vie de Van Gogh comme un truc dramatique, magnifique et tout ça. Mais en soi, si tu le déconstruis, c'était une vie horrible. Personne n'a envie de vivre ça. Je pense que même lui, il aurait préféré être pas célèbre 100 ans plus tard Ouais, c'est clair. et juste réussir sa vie tranquillement avec ses peintures. Et donc c'est ça aussi, il faut se questionner quand tu fais ton art. Est-ce que ce que je fais, c'est intéressant? Parce que si tu veux gagner de l'argent avec de l'art, il faut que tu travailles avec les autres. Tu peux pas faire ce que tu veux et pas comprendre pourquoi personne n'aime ce que tu fais, tu vois. C'est du donnant-donnant. Tu fais ça pour les autres, tu vois, aussi un petit peu. Oui, après, alors je comprends là où tu veux en venir. Après, il y a ce truc qu'en fait, à mon avis, tout art que tu fais, même s'il plaît pas à une majorité de gens, donc on va dire du coup qu'il est pas mainstream, il plaira forcément à quelques personnes. Bien sûr. Ça reste encore une fois une frontière ultra étroite entre faire quelque chose qui puisse plaire aux autres, mais en même temps, dans tous les cas, ce que tu vas faire, ça peut plaire à quelqu'un. Bien sûr. Et j'ai par exemple, exemple tout bête, j'aime pas du tout cracher sur des styles ou des étiquettes ou des personnes ou quoi que ce soit. Mais les chansons paillardes, par exemple, qui, d'un point de vue artistique, sont quand même pas dingos, faut dire ce qui est. Mais c'est là où tu te... C'est en fait, c'est... Là, de toute façon, on est en train de parler d'un truc, ça fait 2000 ans qu'ils essayent d'expliquer, les gars, les gens, d'expliquer comment, c'est quoi que l'art, c'est quoi que pas l'art. Donc, c'est pas en un podcast qu'on va trouver la solution, à part si on est des génies. Bon, après, j'ai totalement confiance en toi, Mélissa. Non, mais c'est cool qu'il n'y ait pas de solution à cette question. Enfin, moi, oui, bien sûr, mais je pense pas qu'il va y en avoir. Vu qu'en fait, c'est tellement subjectif qu'il y aura jamais de... Voilà, c'est ça l'art. Voilà, on l'a fait en 4 pages, un petit manifeste, prenez-le. L'enfer. Mais du coup, vous êtes plus libre du tout, c'est que ça. Voilà, c'est que ça. T'es plus libre, tu fais plus rien de ce que tu veux. Voilà. On adore. Mais tu vois, par exemple, les chansons paillardes, en fait, si tu vas dans les côtés techniques, artistiques, quand tu les compares à d'autres musiques, tu vois, c'est juste du chant ou c'est simple. Mais le côté social que ça donne, parce que les chansons paillardes, quand t'es avec le groupe de gens qui connaissent la musique, mais cette sensation, elle est incroyable. Oui. Tu hurles de toute ta voix, mais c'est une sensation géniale. Et ça, c'est de l'art, tu vois. Oui, l'aspect communautaire est vachement présent dans l'art aussi. Et le fait de rassembler beaucoup, c'est ce qui se passe... Je prends beaucoup les exemples de chansons aujourd'hui, mais parce que, je sais pas, c'est ce qui me parle le plus là. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fanatisme d'artistes musicaux notamment. C'est qu'en fait, c'est pareil, en fait, ça rassemble sous une forme de communauté qui, du coup, se conforte dans cette communauté et s'élève d'autant plus. Et ça a cette fonction-là aussi, au-delà de toucher des gens, quoi. Par exemple, il y a plein de styles musicaux, il y a plein d'artistes et il y en a de plus en plus. Par exemple, de musiciens. Il y en a tous les jours, il y en a des nouveaux qui arrivent. Ouais. Alors qu'en soi, tu pourrais faire l'argument que, par exemple, on va parler de la peinture, il y a assez de peinture. Il y en a assez dans la planète, tu vois. Il doit y en avoir des milliards et des milliards. Pourquoi les gens continuent à faire de la peinture ? Mais la réponse simple, entre guillemets, c'est parce que la personne qui peint a quelque chose à dire, tu vois. Ouais, bien sûr. Pense qu'elle peut rajouter quelque chose à la table. Alors que si tu déconstruis vraiment, tout a été dit. Pareil dans la musique. Mais évidemment. Et en soi, rien n'a été dit, tu vois. C'est relatif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est... Moi, je pense que tout le monde peut être artiste, entre guillemets, tu vois. Tout le monde a une créativité. Ça peut être sous n'importe quelle forme, hein, mais tout le monde a une créativité, et je pense que c'est mon point de vue. Hein. Chacun doit chercher cette petite créativité qu'ils ont, juste au moins pour le coquillard, pour se sentir mieux dans la tête, tu vois. Parce que même si, par exemple, il y en a, leur délire, c'est de plier. Par exemple, ils vont au resto, ils prennent la serviette, ils plient. C'est une activité créatrice. Ça devient artistique quand ils la présentent aux autres en soi. C'est quand tu fais des trucs que pour toi. Pour moi, c'est
pas vraiment de l'art, entre guillemets, tu vois. Ah ouais. Quand c'est C'est vraiment rigolo, que ça. pour toi, tu vois. Mhm. C'est au moment où tu le partages que cette activité Ça ou devient cet art. objet s'élève au niveau artistique, tu vois. Par exemple, moi, j'adore chanter sous la douche, Mhm. comme beaucoup de personnes. Mais tant que je le fais que pour moi, il n'y a pas le côté artistique dedans parce qu'il n'y a pas les retours humains. Alors, je comprends, mais en même temps, quelqu'un qui va chanter un karaoké, il n'y a rien d'artistique non plus. Ah si, moi je trouve Là, moi, ça je trouve pas. génial. Alors, je trouve ça génial aussi, mais Tu trouves pas ça artistique une personne qui se donne à fond, qui chante We Are the World devant toi? non, je trouve ça politique, mais pas artistique. mais non, non, politique, pas par rapport à la chanson choisie, même si oui, ça peut l'être. Moi, du coup, de mon avis personnel, je trouve pas ça artistique parce que y a aucune volonté de réflexion derrière. À part la prise de plaisir à ce moment-là. Je n'ai aucun jugement. Pour moi, la prise de plaisir a la même valeur que quelque chose d'artistique. Il y en a pas un que je mets avant l'autre ou quoi. C'est trop bien. Kiffez votre vie. mais voilà, pour moi, tu es dans un truc de prise de plaisir. Pour moi, en fait, chanter à un karaoké, c'est la même chose que boire une bière. Oui, ok, Voilà. d'accord. Et du coup, pour moi, c'est pas un geste artistique en soi. Alors que pourtant, tu le présentes à des gens. Parce que souvent, t'es pas seul quand tu fais un karaoké. Ça arrive. Mais- Je vois ton point de vue. En vrai, en soi, oui, si on le construit comme ça, c'est vrai que ce n'est pas de l'art parce que c'est juste une personne qui chante, qui a envie de chanter. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette personne a décidé de chanter, mais devant les autres. Donc, Mm. elle veut quand même partager quelque chose, tu vois. Elle veut Mm. essayer de faire ressentir des choses aux gens en disant, mais ça, c'est ma musique préférée, j'ai envie de vous la chanter. Donc, pour moi, il y a ce côté artistique, tu vois. Mm. Mais c'est comme juste le parler avec les gens. Une personne très éloquente, pour moi, elle parle d'une façon artistique. Une personne qui t'envoûte avec ses mots, je trouve ça Mm. super bien, tu vois. Ou même les philosophes, ceux qui te font questionner, par exemple, des idées ou ce genre de choses, il y a un moyen artistique Ah de oui, le mais ça, faire, tu vois. carrément. Oui, oui, je suis trop d'accord. Genre Plato, il arrive vers toi et il te fait oh les idées, t'es là, mais c'est un génie, oui, bien sûr. Le monde des idées, c'était ça, oui, bien sûr. Et après, t'as Socrate qui fait voilà, je vous ai décrit toute l'ancienne Grèce en 2 phrases. C'est pas si compliqué, hein. Entre ça et amour, gloire et beauté chez les dieux, franchement, Voilà. Voilà. on fait vite le tour. L'art, déjà, rien qu'en ancienne Grèce, commençait déjà à être questionné, tu vois. Ah, mais plus que ça. Oui, même avant. Entre les pièces de théâtre, les sculptures, enfin, il fait plus que commencer à être questionné. Ah, ben oui. Mais bien c'est sûr. comme. C'est comme, t'imagines, les premiers Cro-Magnons, je suis sûr, il y en a, ils se sont questionnés quand Gmourf, premier du nom, a fait les peintures sur les caves, tu vois. Je sais même pas Oui. si c'était des caves à l'époque où ça s'est enfermé, c'est pour ça que ça s'est tenu. Il y a plein de théories sur ça. Ouais, et ça dépend des régions aussi. Genre, tu vois, moi je viens de Dordogne, qui est le berceau de l'homme, comme on l'appelle. Moi, je Oui, dis du coup, que c'est le c'était, berceau de l'univers, la Dordogne, mais bon, chacun ses avis. La Terre a été créée en Dordogne. Oui, voilà, toute la terre d'ailleurs. À la base, c'était la Dordogne. Ensuite, Voilà. il y a eu une petite boule, et puis la petite boule a grossi et a pris la place de la Dordogne. Au début, la Bon, Pangée c'est pas devait s'appeler la Dordogne. Hein. Mais ils ont dit, ouais, l'humanité est pas prête. C'est là où ont été découverts les premiers Cro-Magnons. Hmm. Et du coup, une des caractéristiques des Cro-Magnons, si je me souviens bien des différentes visites archéologiques que j'ai fait dans ma campagne grandissante de l'enfance, Magnifique phrase. l'enfance Je l'aurais pas mieux grandissante. placé que ça. c'est que le truc remarquable des Cro-Magnons, c'est qu'ils ont commencé à avoir des habitats dans la pierre, Hmm. comme on les appelle, troglodytes, c'est-à-dire creusés dans la falaise. Voilà. Et qu'ensuite, ça s'est transformé en maison troglodyte, donc dont le mur était le mur de la falaise, le mur arrière de la maison. D'accord. Voilà. C'est une anecdote assez inutile, mais ma foi, c'est une Mais anecdote pas du comme tout une autre. inutile, c'est fascinant, Mélissa. Nous, on les considère comme art, ces Ouais. peintures, mais parce qu'elles nous racontent une histoire, elles nous ramènent à un endroit super intéressant. Tu vois, même moi, je suis fasciné par les arts préhistoriques, Mm. même si eux ne les considéraient peut-être pas comme art à l'époque, tu vois. Ouais. Je ne connais pas de Gmourf, On ne sait pas et nous ne saurons jamais. nous ne saurons jamais. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, l'art, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Oui. Si par exemple, un bout de carton, je le trouve artistiquement magnifique,
mais en soi, ça peut devenir de l'art parce que ça m'a fait vibrer. Oui. Moi, si ça te fait ressentir quelque chose ou si ça te fait réfléchir à quelque chose, ça peut avoir un côté artistique. Ouais, je suis d'accord. Ça ne l'est pas avec automatiquement, Ouais. mais ça peut l'être, tu vois. C'est fou parce que là, on part vraiment dans des discussions très philosophiques, mais c'est très intéressant. Je suis ravie qu'on aborde ce sujet-là. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais du coup, ça questionne si, par exemple, t'es pas touché par une peinture, dans ces cas-là, est-ce que pour toi, la peinture est art ? Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'autre sens. Ça, c'est l'acte le plus violent que tu puisses faire à un peintre ou à un artiste. Alors, oui, peinture ou non, hein, autre chose. Mais... Si tu as une opinion dans quelque chose que quelqu'un fait, au moins tu lui apportes une attention, tu vois. Mais si, moi, une personne qui vient et qui dit, y a rien, enfin, je m'en fous un peu, tu vois. Genre, vraiment, ça calme. Mais ça arrivait que des gens me disent, moi, je ressens rien quand je vois ton truc. Et après, je me dis, est-ce que ne rien ressentir, c'est quand même une sensation, tu vois. Je comprends ça. J'essaie de tourner un peu le truc pour que ce soit un peu positif, en mode, non, mais c'est bien. Je veux pas te choquer en disant ça. Moi, je fais partie des personnes que la peinture touche peu. Très bien. Je m'en vais. C'est pas où la sortie. Ce podcast est terminé. Je me suis longtemps questionnée à ce propos-là et ça m'embête. Enfin, vraiment, j'ai essayé que ça me fasse des trucs et tout. J'adore aller dans des musées pour autant. C'est pas. Mais à chaque fois que je passe là où il y a des peintures, je suis peu touchée par la peinture en elle-même, émotionnellement parlant. Par contre, ça me passionne si je vais très proche de la peinture et que là, je vois les coups de pinceau. Genre là, j'adore. Je pourrais passer des heures à observer les coups de pinceau ou les couches genre de très proches ou l'usure de la peinture en elle-même si c'est un vieux truc ou toi tu te perdrais dans le musée de Van Gogh, on te retrouverait pas pendant des jours. C'est clair. Parce que là en termes de texture là on est pas mal. C'est la peinture à l'huile, c'est ça qui fait ça tu peux faire ça aussi avec la peinture acrylique, mais c'est beaucoup moins la peinture à l'huile, si tu la travailles bien, t'as vraiment l'impression qu'elle est fraîche, tu vois, qu'elle vient à peine d'être mise pendant des années et des années. C'est trop ouf. Chacun ressent l'art d'une certaine façon, tu vois. Par exemple, toi, la peinture, ça te fait pas tant vibrer que ça. Mais il y a certains sujets de la peinture qui t'intéressent grave, tu vois. Moi, je comprends très bien. Je me suis déjà posé la question aussi. Tu vas dans un musée et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, à regarder des carrés avec des bouts de peinture dessus, tu vois. Et t'as fait quoi de ta journée quand tu déconstruis le truc? Je suis allé dans un endroit, il y a des trucs sur les murs, j'ai marché autour de l'endroit, je me suis barré. C'était cool? Ouais, j'ai payé 15 balles, c'était génial. En soi, quand tu déconstruis le truc, c'est assez absurde. Ouais, complètement. Mais bon, dans ces cas-là, beaucoup de faits humains sont très absurdes. Tous les faits humains sont absurdes. Oui. Notre existence est une absurdité. Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Tout ça n'est qu'une grosse blague. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Petit message philosophique avec de l'art. On en profite un peu. On fait de la pub. L'humanité, c'est pas mal. Après, tu vois, genre les peintures, je trouve ça très complexe parce que c'est Enfin, quand tu le définis... Bon, définir une peinture aussi, ça c'est un autre sujet, mais c'est juste une surface qui est peinte avec des formes et des couleurs et des lignes. Ouais. Là, je le fais grossièrement. Hein, c'est pas... On pourrait parler de ça encore pendant 1 heure. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes parce que c'est juste un dessin, une image, tu vois. Par exemple, la musique... J'allais te dire, il y a des gens qui n'écoutent pas du tout de musique et qui n'aiment pas ça. Exactement, mais ces gens-là sont des psychopathes. Ouais, moi, ils me font rare, extrêmement peur. C'est très rare. Parce que pour le coup, il y a un truc qui est encore différent du visuel, c'est que dans la musique, il y a une question de rythme qui, du coup, est basée sur le battement du cœur et, du coup, est censé te faire ressentir quelque chose parce que c'est basé sur quelque chose de très... important. Très cartésien et très utile, a priori. Je pense que le cœur est utile. Hein. J'ai pas fait mes recherches. Pas sûr, en fait. On va faire sans. Oui, donc pour le coup, c'est encore plus rare de trouver des gens qui n'aiment pas la musique et qui sont pas du tout touchés par... Enfin, qui sont absolument pas touchés par l'intégralité musicale qu'offre le monde. Et ce serait passionnant d'ouvrir leur crâne. Je suis pas psychopathe, hein. Mais juste de comprendre, parce que pour le coup, c'est quelque chose de très... Tu vois, les gens qui disent je n'aime pas la musique, je n'aime pas ça, je pense que c'est comme moi quand que j'aimais pas le whisky, tu vois. C'est juste que j'avais pas trouvé le bon whisky. Et je l'ai goûté, ce whisky. Et quand j'ai goûté, je suis tombé amoureux du whisky, tu vois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Manger au moins 5 huîtres par jour ou un truc comme ça. Mais tu vois, c'est ceux qui écoutent pas de la musique, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore entendu la musique
qui va leur ouvrir les portes de la musique, tu vois. Tu sais, quand tu dis ça à des gens qui n'aiment pas la musique, ils ont envie de te cracher dessus. Oui, mais moi j'adore me faire cracher dessus, donc c'est du gagnant-gagnant. Mais en soi, c'est vrai parce qu'en fait, si ils disent moi j'aime pas la musique et ils s'arrêtent là, c'est pourquoi fermer une porte, tu vois? Autant la laisser ouverte. Tu dis je n'ai pas encore trouvé de musique qui m'attire, Oui, c'est vrai aussi. tu vois? Parce que fermer les portes, c'est très. Quand tu fermes les portes et que tu veux pas les réouvrir, ben à quoi ça sert, tu vois? C'est comme dire moi je porterai jamais de bleu. Mais t'as essayé, peut-être que ça va faire ressortir tes yeux, tu sais pas, tu vois. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Quoi? C'est fou parce que ça fait 2 fois dans ce podcast que je sors cette expression. C'est qui Et j'ai l'impression Fontaine? qu'à chaque fois, la personne ne comprend pas Mais cette oui, expression. mais c'est qui Fontaine? Bah, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Tu parles aux fontaines, Mélissa? Parlons-en. C'est un sujet très intéressant. Hein. C'était ma grand-mère qui disait toujours ça quand j'étais petite. Écoute, ça m'est resté. D'accord. Voilà. Super intéressant. Moi, c'était plus Anthony, mais un slip, t'es tout nu encore. Mais chacun ses expériences. Hein. Chacune de ces expériences sont valides. Mais tu vois, c'est aussi ça ce que je trouve intéressant aussi. Et c'est pour ça, tu vois, l'art te provoque une émotion, et même si elle t'en provoque pas, tu vois, en soi, ça te fait découvrir qui tu es ou ça te rappelle qui tu es. On repart au sujet du début. On a parlé de peinture et de dessin, mais on est parti sur la performance, qui était super intéressant. Mais c'est ça aussi, c'est que moi, ce que j'aime bien aussi en tant qu'artiste, c'est découvrir toutes les autres formes d'art, tu vois. Parce qu'il y en a des centaines et des centaines. L'art du tissu, qui est fascinant. Oui. Si tu vois les machines que les gens utilisent pour faire du tissu, c'est déjà les machines, moi je les trouve magnifiques, c'est une œuvre d'art pour moi. Et je sais pas, c'est juste, en soi c'est juste un mécanisme où tu mets des fils les uns entre les autres et ça fait des trucs magnifiques. Oui, c'est fou, hein. Je trouve ça génial. Mais j'ai une amie, alors je sais pas du tout si elle écoute ce podcast ou non, qui s'appelle Nelly, qui elle fait de la broderie par exemple. C'est méga... pour le coup, le travail artistique... Alors déjà, le travail technique est hallucinant, et passionnant, mais le travail artistique aussi est assez fou, quoi, parce que c'est pas... elle fait pas forcément de la broderie comme on l'imagine, à mettre ses initiales sur son mouchoir. Elle est plus... elle fait de la broderie assez moderne, quoi, où, voilà, par exemple, elle va broder un avocat sur une trousse, tu vois. Le fruit. Mais, le fruit, oui. Merci de m'avoir fait préciser. Elle s'appelle Nelly Merlot et je crois que sur Insta c'est Badass Venus. Ouais, Badass Vénus, ouais. D'accord. C'est ça. Et elle fait un travail assez dingue et qui est très artistiquement politique aussi, je trouve, souvent. Tiens, prenons un sujet que je voulais t'en parler. Oui. C'est quoi ta vue du talent ? Est-ce que le talent existe ? Passionnant cette question. Question qu'on se pose très souvent. Est-ce que le talent existe ? Alors, je sais pas si on emploierait le mot talent, qui du coup, moi, me dérange un peu comme mot en lui-même, mais parce qu'il est trop connoté. Bien sûr. Mais comme le mot artiste, hein, il est tellement connoté. C'est ça. Des fois, j'ai même un peu honte de dire je suis artiste. Je suis un artiste. Parce que ça fait un peu. Je suis un artiste. Tu veux voir ma peinture ? Ouais, c'est ça. C'est fou, hein, comment on a dénaturé des mots. Bref. Je pense personnellement qu'on a tous de la créativité en nous, qu'on choisit ou non de développer, ou même sans de la développer, de la regarder un minimum. Et je pense aussi qu'on a tous et toutes des prédispositions dans certaines choses. Donc, par exemple, un exemple tout simple, quand tu chantes, il va y avoir des gens qui chantent juste de manière assez innée, et d'autres qui vont avoir à travailler leur manière de chanter juste. Du coup, ça va prendre plus de temps. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de notions de travail là-dedans. Que dans tous les cas, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité dans certaines choses. Du coup, ils vont apprendre plus vite. Mais que dans tous les cas, si tu ne travailles pas et si tu n'apprends pas, ça va rester au stade embryonnaire et du coup, il faut le développer. Donc, n'importe qui, même si, a priori, quand t'es enfant, t'as envie de devenir dessinateur et tu dessines une banane vachement moins bien que ton voisin, et ben en travaillant, t'as envie de faire une banane hyper réaliste et que c'est ça que tu veux faire. En le travaillant, tu vas y arriver. Peut-être moins vite que ton voisin, mais tu vas y arriver quand même. Du coup, voilà, c'est ma réponse à cette question. Mais tu vois, ce qui est intéressant, il y a aussi beaucoup cette notion de comparaison, tu vois.
je trouve ça très à la fois dangereux et ça peut être très positif pour les personnes Ouais. parce que ça devient très vite la comparaison devient très vite de la compétition, tu vois. Oui. Et moi par exemple, quand j'ai commencé à dessiner, c'était par pure compétition Mhm. avec un très bon ami à moi qui s'appelle Maxime. J'ai commencé à dessiner au collège, c'est arrivé parce que lui dessinait et il dessine très très bien, tu vois. Et à l'époque, il dessinait très très bien aussi. Et il commençait à dessiner et tout le monde kiffait ce qu'il faisait. Et on était comme les deux pattes de la main, tu vois, ensemble. Et j'étais là, bon, moi aussi je peux dessiner, j'ai envie de dessiner. Et ça a commencé, j'ai commencé à dessiner tout le temps avec lui, grâce à lui, Mhm. surtout. Je pense que je lui dois une bonne partie de toute ma carrière artistique, en tout cas. Mais cette compétition, elle a été artistique, elle a été très positive parce qu'on s'est amélioré en se regardant, tu Vous vois, vous est-ce êtes qu'on peut poussés l'un et dessiner l'autre. mieux, mais dans le respect, tu vois. C'était pas en mode ah il fait mieux que moi donc je suis nul, c'était ah il fait mieux que moi donc il faut que je fasse encore mieux, tu vois. Parce qu'il y a par exemple on parle des gens qui ont du entre guillemets quelque chose d'inné, ça va très vite ceux qui travaillent, ça va très vite les démoraliser, tu vois. Oui. Une personne qui doit travailler tous les jours pour avoir un ton de voix parfait et une personne qui le fait naturellement, des fois ça te démoralise, mais c'est pas là où il faut s'arrêter, tu vois. Là, la comparaison peut devenir négative, tu vois. Ouais, oui, carrément. Surtout que si ça se trouve, cette personne dont le timbre de voix est juste dès le début n'a pas du tout envie de faire ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ce qui est le problème. Alors on va peut-être partir dans un peu du politique. Ouais. C'est là où je trouve qu'il y a un conflit avec le système capitaliste et l'art. Parce qu'en fait, pour moi, le capitalisme, c'est le profit avant tout. Et ça engendre dans le monde artistique, je trouve, de la compétition. Et tu vois ça dans, par exemple, les listes, les top 10, tu vois. On va prendre la musique, par exemple. Quel est l'album qui a le plus vendu? Et ça veut dire que l'album qui est le plus vendu, c'est le meilleur? Enfin, c'est juste celui qui c'est le plus vendu, tu vois, mais ça veut rien dire. Non, mais c'est clair. Mais après, c'est là où je pense que, du moins j'ai l'impression... Alors, je connais personne qui a une notoriété assez grande. Du coup, je sais pas comment pensent ces personnes-là. En tout cas, j'ai l'impression que dans le milieu artistique qui m'entoure, la priorité est pas du tout dans le fait d'être connu, la priorité est dans le fait de pouvoir vivre de ce qu'on aime. Bien sûr. Et heureusement, c'est bien plus sain et évidemment que en majorité, c'est ce qu'on veut. On veut juste pouvoir faire ce qu'on aime au quotidien et pouvoir en vivre décemment. Du coup, c'est là où j'ai l'impression, et j'espère, que dans le milieu artistique, quand tu travailles dans le milieu artistique, tu arrives à prendre une certaine distance avec tout ce type de top et tout, et te dire, mais en fait, je m'en fous de pas être premier ou deuxième, parce que du moment que ce que je fais arrive à toucher certaines personnes, c'est ça qui importe. J'espère qu'il y en a beaucoup qui se disent ça, parce que sinon, ça peut être très dur. Si tu as envie d'être le meilleur, je pense que ça peut être très difficile à vivre. Mais... Moi, je vais te donner un exemple qui va peut-être m'amener des foudres, mais c'est pas grave, sur le monde de l'art visuel, la peinture, la sculpture et tout ça. Et le système des galeries, qui est là où on vend les peintures en galerie et tout ça. Je commence à dessiner des poissons. Ils sont super stylés, beaucoup de gens apprécient tout ça. Une galerie peut venir me voir et me dire, on vous prend sous notre aile, donc on fait un contrat et tout ça, et nous on va vendre vos peintures, ça va très bien marcher. Tu fais ça, tu signes le contrat, et en fait, ils vont te demander un certain nombre d'œuvres. Tu vois, ils te disent, par exemple, tu nous dois 20 œuvres, mais nous on te les vend, tu vois. Et ils vont te demander, par contre, on sait qu'il n'y a que les poissons que tu fais qui marchent. Mais tu kiffes faire des chaises. Mais eux vont te dire, tu peux pas faire de chaises en ce moment, parce qu'il n'y a que les poissons qui se vendent bien. Et c'est là où tu fais le choix, est-ce que je fais ce qui marche? Parce qu'en soi aussi, ça te fait vivre, tu vois. Bien sûr. Ou est-ce que je fais ce qui me plaît? Et c'est très dur de trouver un compromis sur ça, tu vois. Et souvent, je pense que la musique, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Les boîtes de musique vont te dire, j'aime bien tes dernières chansons, mais celles qui ont marché, c'est celles qui sont un peu plus pop. Alors que, par exemple, tu préfères plus le rock. Ouais. Bah, c'est comme ça que notamment Patrick Hernandez, Born to be Alive, qui lui, à la base, faisait du rock avec son groupe, qui n'a jamais eu de notoriété pour ça. Il détestait le disco funk qui était en vogue à ces années-là. Pour déconner avec son groupe, pour voir si ça allait marcher, ils ont fait Born to be Alive. Ça a marché. Du coup, maintenant, ce groupe et cette personne ne gagnent de l'argent que sur cette chanson, alors qu'ils détestaient tous cette chanson parce qu'ils faisaient du rock, normalement.
Bien sûr. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, tu vois, il y en a beaucoup qui peuvent argumenter que c'est des mal nécessaires. Parce que tu peux te dire, mais moi, j'ai beaucoup de choses à offrir et je vais faire un truc que les gens veulent. Ça va m'apporter une notoriété et après, ça peut aussi m'apporter la liberté de faire ce que je veux. Je vais peut-être perdre des gens qui me suivaient, mais au moins, je garderai ceux qui apprécient vraiment ce que je fais, tu vois, par exemple. Ouais, c'est ce qui est arrivé avec MGMT. MGMT, c'est, tu sais, genre Electric Feel, Kid. Et en gros, MGMT, ils avaient fait ces 3 premiers sons, genre très vite. Ça leur a fait un carton, ils sont montés en flèche dans les hit parades. Et eux, ils avaient fait ça, genre, c'était vraiment le truc le plus pop, c'était limite ironique, tu vois. Et ça a tellement marché qu'après, tout le monde était là, ouais, il faut que vous continuiez et tout ça. Et eux, ils ont dit, non, on a fait ça. On fait un peu le délire, le tour pour se faire reconnaître et après on repart dans ce qu'on veut faire nous, tu vois. Et ils ont perdu beaucoup de fans, tu vois. Mais soi, est-ce que peut-être qu'ils ont gagné voilà, est-ce que le but c'est d'avoir tout le monde ou est-ce que le but c'est juste de faire ce qui te plaît? Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a, ils poussent la popularité à son maximum et après ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent faire n'importe quoi et les gens vont les suivre quand même. C'est pas mal ce qu'a fait Justin Timberlake. Il y a eu bon, et après il a commencé avec les NSYNC, donc déjà c'était un boys band, donc forcément très attendu tout ça. Bien sûr, et très apprécié. Aujourd'hui il fait des sons qui sont beaucoup plus personnels et beaucoup plus enfin maintenant qu'il a une notoriété, en plus il est comédien et tout, enfin bon maintenant il fait tout, donc c'est ce qu'on fait beaucoup en fait, mais c'est beaucoup critiqué. Alors je sais pas ce qu'il en est dans d'autres milieux pour le coup. Je connais surtout ça dans le milieu musical. Dans le milieu musical, il y a énormément de musiciens qui crachent là-dessus et qui ont l'impression de vendre leur âme au diable. Tu vois, en fait, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est des compromis. Après, tu sais, beaucoup de gens les gens, souvent, qui critiquent très fortement les arts des autres et tout ça, déjà, c'est gratuit. C'est plus personnel, tu vois. Je pense qu'il y a une petite forme de jalousie. Bien sûr, il y a toujours une forme de jalousie quelque part. Je suis désolée si certains des auditeurs disent ça des fois de certains groupes et le pensent. Soyons honnêtes, si vous avez la même expérience que eux, vous auriez peut-être pris les mêmes décisions. C'est aussi ça, il faut marcher dans les mêmes chaussures des gens. Non, c'est ça, marcher à la place des gens. Non, je sais pas, je connais pas cette expression, mais marcher dans les chaussures des gens, c'est très beau. Non, c'est un terme anglais, c'est walk a mile in my shoes. Genre, tu marches 1 kilomètre sur mes chaussures et tu verras comment elle est ma vie, tu vois. Non, mais carrément. Mais c'est toujours une question d'empathie. Ah, on l'a dit en même temps, en plus c'était si beau. Qu'est-ce qui rime avec l'empathie? Le pâté. Bon, ça après c'est personnel. Je ne critique pas du tout les végétariens et les véganes, je vous respecte totalement. Chacun mange ce qu'il veut. Il faut respecter la planète, la nature, tout ça. Tralala. Beaucoup de messages d'un coup, on adore. Ça calme, hein. Vous regrettez d'écouter là, hein. Par exemple aussi Kanye West, lui qui est un exemple phare, il est tellement célèbre qu'il avait fait une musique où il disait juste Scoopity pop, popé popé pop, pipiti pop pendant 3 minutes. Et tout le monde a surkiffé, tu vois. C'était du foutage de gueule total, mais en même temps c'était très intelligent parce qu'il montrait à quel point les gens, tu vois, le fanatisme peut tourner très vite la tête des gens, tu vois. Grave. Oui, c'est-à-dire que si quelqu'un que t'adores, peu importe ce qu'il fait, ça va toujours être bien. Alors que, en fait, peut-être que si c'était une autre personne qui l'avait fait, t'aurais détesté. Bien sûr. Il y a aussi ce côté que je pense qui est naturel pour l'humain, c'est de très vite glorifier les personnes et les mettre sur des piédestals et en créer des icônes. Et c'est plus des êtres humains, tu vois. C'est beaucoup en rapport avec la religion. Les saints, tu vois, par exemple, c'était des êtres normaux. Les croyants les ont mis sur des piédestals, enfin les ont montés à un niveau supérieur, tu vois, c'est des êtres divins, tu vois. Et je pense qu'on fait ça avec les artistes et certaines personnes culturelles, tu vois. Par exemple un président ou ce genre de truc. Tu les mets sur des piédestals et tu les considères même plus humains, tu vois, ils font partie d'un autre truc. Alors moi je vois pas ça en termes religieux, je pense que c'est surtout qu'en tant qu'humain on a besoin d'un modèle quelconque. Ah oui, non mais quand je dis l'exemple de la religion, c'est que c'est un symptôme, tu vois, c'est un exemple de... C'est pas à cause de la religion qu'on fait ça, mais c'est un symptôme de ça, tu vois, un exemple. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, hein. Attention, on est très politiquement correct ici, d'accord? Plus que politiquement correct, on accepte... L'amour est partout. Voilà, on accepte que chacun soit. Voilà. Et que chacun puisse être. Oui. Surtout.
Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Rien à voir. Bah non, là c'est le contraire. Oui, c'était le contraire. On est bien l'amour et tout ça, mais on n'a pas élevé les cochons ensemble. Hein. Ah, d'accord. Il y a les messages, c'est pas les mêmes. Tout Hein. vient à point à qui sait attendre. On peut pas vendre le beurre sans l'avoir fait. Oui, ni la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on met pas la charrue avant les bœufs, évidemment. Bien sûr. Toujours. Et qui va à la chasse. J'aime bien couper les dictons, ça les rend beaucoup plus intenses, tu vois. Oui, alors moi ça m'arrive souvent de dire « Oh, c'est l'hôpital ». Ouais, c'est pas mal ça. Attends, il y en avait des biens comme ça. Attends, je vais me perdre dans ces... Voilà, tu me ramènes dans ma débilité, c'est pas bien ça. Mais c'est parfait. C'est trop dangereux pour ce podcast, que je respecte trop. Je dis des conneries qu'aux gens que je ne respecte pas. Ah, oh, bon, bah il respecte non, pas vraiment. Non, je respecte tout le monde. Mais oui, mais l'art, de toute façon, ça reste un sujet très compliqué. Tout le monde aura des opinions dessus, sauf fort ou rien du tout. Tu vois, tu peux ne pas avoir d'opinion sur des sujets. Mais même, par exemple, la politique. Pour moi, c'est un certain art, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à te faire croire. Pour moi, c'est clair. La politique, personnellement, je l'associe beaucoup au mensonge et au pouvoir. Après, c'est personnel. Hein. Beaucoup de gens me contrediront en disant non, c'est des êtres purs. Bon, alors bref. beaucoup de gens, je sais pas du coup, en période actuelle. Mais... Oui. Pour moi, ça reste quand même... Il y a un petit côté artistique autour de ça. Bah, c'est pas pour rien que la politique utilise énormément l'art pour faire de la propagande, je pense. Bien sûr. Et que la politique censure l'art dès qu'ils ont besoin d'en faire une dictature. Mais parce que l'art... C'est très lié. Par exemple, l'art qui est populaire, c'est un art qui parle à tout le monde. Donc si un artiste, par exemple, il est mécontent du gouvernement et il fait une pièce d'art, on va dire, il fait une musique, si cette musique est très 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 populaire, ça montre qu'il y a un gros mécontentement. Et donc les politiciens, ils voient ça, ils disent non, parce que ça les unit. On peut prendre pour exemple This is America. Oui, voilà, exactement. Childish Gambino. Exactement, de Childish Gambino. Et tu vois, mais par exemple, ça a rallié beaucoup de gens. Énormément. Et de toute façon, tout gouvernement, ce qu'il a le plus peur, c'est l'union. Parce que l'union, c'est le truc le plus fort. Parce que l'union fait la force. Ouais, l'union fait la force. Qui est la devise belge. Ah ouais. Ils ont tout compris. Ah, grave. Les bières et l'union. Voilà, tout ce que tu as besoin. Et de l'amour, surtout. Oui. Pour moi, l'art, tu vois, ça fait partie de ça aussi. C'est une envie d'union. De toute façon, quand tu as un sentiment que tu veux partager avec les autres, c'est que tu as envie que les autres aussi partagent les sentiments aussi un peu, tu vois. Mm-hmm. Et une idée de partage. Et pour moi, le partage et l'union, ça fait partie de la même roue du carrosse. J'adore mes métaphores. Prenons un sujet. Je ressens un sujet si je peux. Mais évidemment, avec grand plaisir. Je vais te dire une anecdote de ma vie qui m'a fait beaucoup changer la façon dont je travaille. Et c'était en rapport avec l'inspiration. Tu vois, les artistes, ils parlent beaucoup d'inspiration. Je sais pas l'inspi, tout ça. Ouais. Et j'ai été un de ces artistes. Quand j'étais un jeune prépubère, en pleine période d'effervescence, j'étais à mon atelier de l'école, à l'époque. J'avais pas l'inspiration, j'avais pas la motivation. Et mon prof de sculpture à l'époque vient me voir, il fait Anthony, qu'est-ce que tu branles, qu'est-ce que tu fous? Et je fais je sais pas, j'ai pas l'inspi. Et ce qu'il a dit ensuite, ça m'a beaucoup marqué. Il a dit, tu dis que t'as pas l'inspi, donc en fait tu es esclave de ton inspiration. Et il disait, normalement l'inspiration, c'était de son point de vue, moi je vais la chercher, je travaille jusqu'à ce que l'inspiration arrive. Et tu verras que plus tu fais ça, plus tu auras le contrôle, même si tu l'auras jamais entièrement, l'inspiration arrive, mais au moins tu peux faire à ce qu'il vienne plus vite. Et j'ai trouvé ça super intéressant, que en fait c'est juste du travail. Si tu fais continuellement quelque chose, au bout d'un moment tu vas arriver à faire quelque chose de bien. Ouais. Je pense. C'est comme courir, c'est comme tout. Moi par exemple, qui ne suis pas sportif du tout, quand j'ai commencé à courir, j'étais vraiment une mamie de 80 ans, j'étais en mode... Ouais. En plus je fumais et tout, c'était une catastrophe. Bon bref, au bout de quelques mois de discipline et d'efforts constants, c'est-à-dire que je courais tous les 2 jours et j'augmentais petit à petit grâce à mon oncle, qui est un grand sportif. D'accord. Et tu vois, je me suis rendu compte que c'est que le travail, c'est que si tu continues. Et l'inspiration, en termes artistiques, tu peux l'amener. Faut pas que tu attendes qu'elle arrive en mode j'ai pas, même que ce soit en musique ou en quoi que ce soit, tu vois. En écriture, ce qui se fait souvent, par exemple, c'est de commencer par de l'écriture automatique. Donc en fait, d'écrire tout ce qui te passe par la tête sans... Tu laisses tes doigts courir, écrire n'importe quoi, même si c'est des mots qui ne font pas des phrases. Ça va du coup exercer ton cerveau
Ça te fait pas venir l'inspiration, mais du coup, ça te la travaille. Ça te stimule le cerveau. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut stimuler. C'est ça où il faut pas tomber, c'est attendre que l'inspiration vienne à toi, alors que c'est toi qui devrais aller la chercher. Ouais, bien sûr. Parce qu'en plus, plus tu la cherches, plus tu auras de facilité à la chercher et à la trouver. Oui. Et après, l'inspiration, tu l'auras c'est ça. Comme ça. Et apprendre aussi, parce que des fois, tu as des moments d'inspiration, des moments où tu la cherches pas, c'est des choses qui arrivent. Et apprendre aussi à déterminer ce genre de moments pour pouvoir retourner à ces moments-là. C'est en apprenant à te connaître, en fait, que tu peux ensuite travailler ton inspiration et savoir comment tu fonctionnes et du coup travailler tout ça, oui. Une facilité aussi, c'est quand tu as une inspiration, tu vois exactement ce que tu as fait pour avoir avant que cette inspiration arrive. Et tu peux même créer des rituels. Oui. Genre, t'étais assis sur un canapé, t'as bu un café et t'as regardé une prise électrique. T'as eu l'inspiration d'un coup. Bah, tu dis, mais merde, c'est ouf. Et après, peut-être que si tu le refais à chaque fois, cette prise électrique, ça va être ta meilleure pote pendant un long moment. Ça peut t'amener à l'inspiration. Ouais, tout à fait. Tout sujet est intéressant. Excuse-moi si je saute de montagne en montagne de sujets. Ah, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des opinions politiques, par exemple, et vouloir le montrer dans l'art, ce que je respecte totalement. Moi, personnellement, c'est pas mon délire. J'essaie de plus aller dans l'essence même de qui je suis. Déconstruire vraiment, genre, les êtres... Mais moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'étymologie des choses. Voilà, on va dire ça, avec mon français atroce. Trouver les origines des choses, pour moi, c'est... s'il y a un problème avec ces choses, si tu en trouves l'origine, tu trouves le moyen de les réparer ou de les fixer, s'ils doivent être réparés ou s'ils doivent changer. Ou même si quelque chose est incroyable, trouver l'origine de cette chose aussi, tu vois, c'est très important. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai beaucoup fait de séries de peinture. Excuse-moi, je dis moi. Mais c'est toi que j'ai invité en même temps. Oui, c'est vrai. Par exemple, j'ai fait beaucoup de séries sur quand je m'étais mis à la peinture abstraite et j'adorais les couches et montrer toutes les couches, toutes les étapes des peintures et les garder, tu vois, comme apparition ou fragment du passé au bout d'un moment. Quand je continue à faire des couches et des couches et des couches, je me suis rendu compte que ça faisait des structures, des compositions super jolies où tu pouvais voir le début de la peinture, tu vois, le tissu même. Et je trouvais ça super intéressant. Et moi, c'est ce que j'aime travailler en tout cas. Ça, c'est quand je fais surtout de l'art abstrait. Parce que je suis un peu hétéroclite, c'est ça ce qu'on dit? Quand on fait plusieurs choses qui n'ont pas du tout à voir... Oui, hétéroclite, c'est plusieurs styles dans le même truc, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et par exemple, moi, quand je fais des figures, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur le corps humain, les êtres humains enfermés, tout ça. Moi, comme je le vois, c'est un peu métaphorique. On s'enferme très facilement dans les cases, tu vois. Oui, bien sûr. On lit bien cette métaphore, quoi. En tout cas, moi, je la lis très bien quand je vois ton travail. Mais c'est pour ça, on peut parler de genre. Il y en a beaucoup de genres. Et... De genre mais par exemple, ou de oui, voilà, genre, on peut prendre l'exemple sexuel ou même de quoi que ce soit, tu vois. Et les gens catégorisent très facilement les choses. Oui. Alors qu'en fait, c'est cette catégorisation qui crée les différences. C'est pour ça que j'essaie souvent de faire des personnages où tu peux pas trop définir qui ils sont vraiment, tu vois. Tu peux même pas trop définir leur âge et tout ça. Pour vraiment te dire que tu peux facilement t'enfermer dans une boîte. Après, c'est peut-être instinctif, mais ce qui est différent de nous, on est en mode, c'est pas les copains, tu vois. Alors que c'est ridicule, enfin, on est doté de raison, on peut réfléchir et se dire, non, c'est pas du tout par rapport à ça, tu vois. Et puis surtout qu'il y a toujours des trucs avec lesquels il y a des différents, et en même temps, des points communs. Enfin, bien sûr. C'est jamais tout noir ou tout blanc. On peut toujours trouver des points communs. Moi, c'est ma philosophie, en tout cas. Ouais. N'importe quel sujet, que ce soit l'art ou autre chose, tant qu'il y a le dialogue et la conversation, il n'y a que des solutions, tu vois, ça s'arrête jamais. C'est quand on ferme des portes, quand on catégorise et quand on ferme tout, que voilà, t'es foutu, quoi. Tu as dit tout à l'heure que tu travaillais pas forcément sur quelque chose de politique, que tu étais plus sur l'origine des choses, alors qu'en fait, ce dont tu me parles, c'est ultra politique. Oui, alors j'ai peut-être oublié de t'annoncer ça dès le début du podcast. Tout ce que je dis se contredit. Mais c'est parce que je parle beaucoup sans réfléchir, tu vois. Donc je me contredis souvent et en même temps ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour moi, politique, je parlais plus du contexte social, tu vois, de la politique. T'as pas forcément, toi, envie de parler d'un truc politique quand tu le fais. Mais tout peut devenir politique, enfin, pour moi, tout l'est. Voilà. Ouais. Bah, surtout artistiquement. Pas forcément le résultat, mais la démarche peut l'être. Bien sûr. Et en soi, je suis d'accord avec toi. C'est juste que, après, peut-être que j'aime pas le terme politique, parce que je l'associe, tu vois, genre, pour moi, le politique, quand je pense à politique, je pense gouvernement, tu vois. Ouais. Je pense pouvoir, je pense, tu vois, genre... je comprends. C'est pour ça que quand on me dit politique, je grogne un peu, parce que j'ai pas du tout envie de...
Alors du coup, non, c'est plus le terme politique générique. Bon, en fait, t'as des pensées sur la société, donc c'est politique. Mais... Même, tu vois, j'essaie d'aller outre la société, tu vois, c'est vraiment qui on est en tant qu'être humain, tu vois. C'est comme se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ici, ce genre de choses, tu vois, c'est revenir à la source. Je pense que rien n'a de sens, je suis un peu nihiliste sur ce sujet, et en fait, vu que rien n'a de sens, c'est toi qui crées ton propre sens de la vie, et de tout, et de l'art, et tout ça. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est juste toi qui crées tes propres règles, tu vois. Si tu penses comme ça, pour moi, par exemple, il faut que tu aies de l'empathie. Parce que si t'as pas de l'empathie, tu peux dire ouais, je peux buter tout le monde. Oui, c'est ça. Mais l'empathie en soi, c'est pas une règle, c'est plus une capacité humaine. Bien sûr, mais tu peux la travailler, l'empathie. Tu vois, il y a des choses où tu peux être instinctivement égoïste et tu dis t'as un pépito. Non, on peut pas faire de pub. T'as un gâteau. On s'en fout, on n'est pas produit. Donc t'as un pépito. La pub. Tu vois, t'as un pépito et tu peux le bouffer en entier et kiffer, mais tu sais que ton ami à côté de toi, il aimerait bien avoir une part de pépito, tu vois. Et qu'il le regarde en train de le manger et tu te dis, je vais le partager. C'est ça l'empathie. Tu peux le forcer, le travailler parce que ouais, bien sûr. L'empathie, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Il faut que tout le monde en ait. Si tout le monde en a, il n'y a plus de problème. A priori, les seules personnes qui n'en ont pas sont des psychopathes. A priori. Qui n'en ont pas du tout, j'entends. Oui, parce qu'il y en a qui ont un certain degré d'empathie, tu vois. Voilà, après, voilà. Notamment les personnes très égoïstes ont forcément de l'empathie, mais... envers eux-mêmes. Non, mais ils ont plus ou moins l'envie de le travailler, quoi. Oui, bien sûr. Par exemple, les gens égoïstes, rien que d'admettre qu'ils le sont, oui. C'est incroyable parce qu'il y en a... même moi... ça, pour le coup, c'est de l'empathie énorme, parce que ça veut dire se mettre à la place de l'autre pour se rendre compte qu'on fait rien pour eux. Enfin, c'est super dur. Ouais. Moi, je pense que je suis égoïste sur certains sujets, mais j'essaie d'être conscient, en tout cas, tu vois. Tu vois, de me dire, est-ce que Des fois, c'est dur de se mettre à la place des autres, surtout de se mettre à la place des personnes que tu n'apprécies pas du tout. Par exemple, une personne qui a une vision très radicale des territoires, par exemple. Genre, nous, c'est chez nous, c'est chez eux, tu vois. Ce truc un peu raciste, un peu comme ça. C'est très dur d'avoir de l'empathie pour eux, parce qu'eux n'en ont pas. Et en même temps, moi, c'est là où je trouve qu'il faut partir dans le questionnement, c'est d'où ça vient, tu vois. Repartir, déconstruire la personne. Et je pense que par exemple, les personnes qui ont de la haine, pour moi, la haine, ça vient de la souffrance et ça vient de la peur de la souffrance. Et en fait, si tu arrives à trouver la source, essayer de changer à travers cette source, mais c'est délicat, parce que les gens qui ont la haine, c'est des gens qui se ferment très facilement. Pour les changer, pour moi, il ne faut pas les confronter, il faut tout doucement les indiquer le chemin, tu vois, parce que c'est très délicat. Bah ouais, c'est ce qu'on disait avec Poulby dans l'épisode précédent, quand elle est confrontée parfois à des clients qui ne pensent pas Bien sûr. elle. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai aucune idée si j'ai une quelconque personne de ma famille qui écoute ce podcast. Je sais pas du tout. Je sais que dans le contexte familial, il y a beaucoup de points politiques que je suis la seule à partager, j'ai l'impression parfois. Et du coup, je m'énerve très vite. Et du coup, évidemment, personne m'écoute vraiment. Enfin, c'est normal, parce qu'en fait, tout de suite, ça m'énerve et je me ferme. Donc, la personne en face se ferme aussi, c'est évident. Mais c'est très dur de parler de ça. Oui, alors c'est très dur, mais je me suis rendu compte assez simplement que quand tu discutes de manière posée avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi et qui ont des valeurs que toi tu trouves dangereuses, moi je trouve ça dangereux, le racisme, l'homophobie, ce genre de choses, le sexisme, ça tue des gens, donc c'est dangereux, a priori. Mais même la haine, c'est naze, il n'y a que l'amour. La haine, c'est pour les nazes. Où du coup, je me suis retrouvée à discuter de ces sujets posément avec ces personnes, et du coup, tu peux bien plus comprendre pourquoi ces personnes pensent comme ça. Normalement, je parle pas autant, mais du coup, je vais parler de ma vie. Excuse-moi si je te fais cet effet. Bon, pour le coup, je suis certaine que la personne dont je vais parler n'écoute pas, donc je vais confier là-dessus. Par exemple, mon grand-père, qui est algérien, kabyle. Qui est habile. Bill, il s'appelle Bill. Ah, Attends, kabyle, c'est... C'est un peu flou dans ma tête. En gros, c'était une partie de l'Algérie, mais qui était comme un pays à part entière. Et en fait, il y a le reste de l'Algérie qui est venu envahir la Kabylie, à un moment dans l'histoire, qui est pas si vieux que ça d'ailleurs. Du coup, ça, forcément, de la même manière que la colonisation peut... Enfin, c'est pas quelque chose d'appréciable et d'agréable, a priori. Oh là, ils nous ont envahis, c'était pas agréable. Hein. On n'a pas trop kiffé. Ils ont brûlé 4 villages, merde. Hein. Donc, mon grand-père ayant vécu ça, donc après il est parti vivre en France assez jeune, vers ses 25 ans, je crois. Mon grand-père a développé une forme de racisme envers
le Maghreb en général, je dirais, que j'ai jamais compris, du coup, vu que il est algérien, quoi, de base. Enfin, il est kabyle, mais il est algérien. Donc c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop dans la famille. Et il y a peu de temps, je sais pas, il y a 1 an ou 2, j'ai eu une discussion avec lui, pas sur les choses racistes qu'il pourrait dire, mais parce que je voulais savoir d'où il venait, voilà, pourquoi il était venu en France, ce genre de choses. Donc je lui ai posé toutes ces questions. Du coup, c'était une discussion très posée et j'ai bien mieux compris d'où venait son racisme. Alors du coup, bon, de toute manière, avec l'âge qu'il a, c'est quelque chose, malheureusement, on ne peut pas... Très dur à enlever. Là, pour le coup, OK Boomer, là, c'est un peu, c'est un peu le cas. Des fois, t'essayes, mais non, il est assez fermé, il veut pas... Il y a des choses que tu peux pas changer et voilà. Mais en ayant cette discussion posée, on est amené à des sujets. Il y a même eu des fois où j'étais en désaccord avec lui, mais de manière très posée, où il m'a dit « Oui, c'est vrai que t'as peut-être pas tort. » Donc en fait, voilà, ça change énormément de choses. Quand t'as des désaccords avec quelqu'un, il faut pas dire directement « Tu as tort, j'ai raison ». Il faut d'abord dire « Pourquoi tu as raison ». Essayer de comprendre sa façon de voir. Parce qu'en fait, si tu dis juste toi ton point de vue, sans essayer de comprendre le point de vue de la personne en face de toi, elle va faire pareil et ça va mener à rien. C'est comme les débats télévisés, tu vois. Ils font des débats super durs, importants et qui prennent beaucoup de temps à parler. Ils le font 1 heure avec 3 pages de pub, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en fait, personne s'écoute, tout le monde se coupe la parole. Ils sont là, bon, on a bien réussi ce débat, je pense qu'on a calé le sujet, voilà, le racisme n'est plus en France. Alors que, tu vois, non mais voilà, c'est dingue. Oui. Même une personne qui a la haine, par exemple, envers toi, par rapport à ton ethnicité ou ce genre de choses, si la personne s'assoit devant toi, même si elle te déblatère des haines et tout ça, mais si elle se met devant toi, elle t'écoute, même si elle te comprend pas ou elle est pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais s'il y a de l'écoute, il y a une chance. Oui. Il y a une chance de changer les choses, tu vois. Mais c'est très très dur parce qu'il faut vraiment avoir une force d'esprit. Parce qu'il y a des moments, par exemple, quand tu étais avec ta famille et qu'ils étaient plusieurs à être en désaccord avec toi, t'imagines, t'es seul contre un groupe. Bah oui. Donc déjà, j'imagine très bien. c'est normal que moi, je suis dans ta situation, je pars au quart de tour aussi, tu vois. Parce que déjà, tu te sens seul, t'es là, mais vous êtes naze. Donc tu pars très vite dans la confrontation. Et c'est très dur. Il y a le contexte familial aussi qui ajoute, parce Bien sûr. En réalité, ça m'est déjà arrivé face à des amis, et dans ces cas-là, c'est plus simple de rester très calme. Bien sûr. Le contexte familial fait que c'est pas toujours... Ça te touche forcément plus quand Bien ta sûr. famille pense des choses qui te dérangent que quand c'est des amis. Ah, mais de toute façon, moi je pense que la famille, leurs mots ont beaucoup plus de... Pas violence, parce que c'est... D'impact. Ouais, d'impact. Ouais, de ouf. Par exemple, un ami qui me dit « Oh Anthony, tes cheveux ils ressemblent à rien », je suis là, d'accord. Et un membre de ma famille qui me fait « Anthony, tes cheveux ils ressemblent à rien », je suis là... D'accord. Ouais. C'est aussi pour ça que être parent est le métier le plus difficile du monde, c'est que tout ce que tu diras aura un impact sur l'avenir et la psychologie de ton enfant. C'est pour ça qu'il ne faut rien dire. Il faut pas ignorer les enfants. Tout simplement. Si vous êtes parent, ignorez votre enfant. C'est comme ça qu'il pourra aller bien. Vraiment, vous partez, le truc horrible. Mais tu vois, par exemple, pour revenir à l'art, moi j'ai Oui, c'est vrai qu'à la base on parlait de ça, non ? Bien sûr. Mais tu vois, les désaccords, surtout dans le monde de l'art, qui peuvent paraître très violents. Je sais que ça paraît bizarre, mais ça arrive. Parce que moi, je me suis retrouvé vraiment à argumenter avec une personne, mais ça peut partir limite à la pioche et à la torche en mode « Ah, Sophie, tu as tort !» Parce que on peut être en désaccord total sur une pièce, que je peux trouver archi nulle, personnellement. Une personne essaie d'argumenter. Il faut du dialogue. Vu qu'on continue à parler, à la fin... Moi, je l'aime un peu plus, et lui, il l'aime un peu moins. T'arriveras jamais à vraiment changer une personne, tu vois. Oui, tu peux, c'est pas le but. Mais c'est pas le but, tu vois. Non. Le but, c'est juste d'arriver en fait à un certain équilibre où tu peux aimer ou ne pas aimer, mais tu gardes le respect et tu vois. Et c'est pour ça, le racisme, par exemple, il y en a, ils seront racistes toute leur vie, tu vois. Faut pas les abandonner en disant ils sont racistes, voilà, on les laisse dans leur merde. Il faut dire, il faut essayer de leur montrer que voilà, ça sert à rien le racisme. Mais si ils sont moins racistes à la fin de la conversation, mais déjà c'est une victoire, tu vois. Mais bon, c'est compliqué, hein. Mais je pense qu'on va pouvoir passer à l'histoire, parce que ça fait un moment qu'on parle. On a abordé 1000 choses ultra intéressantes. Excuse-moi si on s'est un peu échappé sur des sujets... Non, je suis ravie. Écoute, c'était un épisode très deep, pour le coup, vraiment très deep. Et c'est trop bien. Merci pour ça. Merci à toi. Cool. C'était une expérience inoubliable et incroyable. Eh bien, pour moi aussi. Jingle ? Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer.
Alors, je vais faire un très court résumé de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on a appris qu'en fait, pendant leurs années de collège et de lycée, Émilie était amoureuse de Damien. Oh là là! Et que Damien l'a toujours ignoré et qu'il n'y a jamais trop fait gaffe. Et Damien l'a dit à Émilie, ce qui l'a d'autant plus blessée. Et donc, elle est partie faire du boudin dans sa chambre. Après la baston avec Rosette, quand Rosette s'est arraché la moitié de la face et que du coup, on a découvert qu'elle était bionique sous cette peau. Donc, Émilie est partie bouder dans sa chambre parce que ça l'a fait chier que Damien soit même en mode « Ah, mais je me souviens même pas de toi au collège, quoi ». Et à ce moment-là, Damien s'approche de Rosette pour voir si elle va bien. Et là, Rosette se jette sur Damien. On sait pas avec quelle émotion elle se jette sur lui, mais en tout cas, elle se jette sur lui. C'est là où nous en sommes. Il y avait aussi le truc sur un bourdonnement. Un bruit... Ah oui, oh. Parce que moi, j'ai écrit sur le bourdonnement. Oui, j'ai écrit un texte, il voilà. a préparé. Le bourdonnement monte en crescendo dans les oreilles de Damien. Le bruit omniprésent au moment où Rosette saute sur lui. Puis tout d'un coup, plus rien. Damien se réveille. Ses paupières s'ouvrent petit à petit, mais il ne voit pas. Il comprend alors que le noir total l'entoure. La panique monte aussi vite que les questions qu'il se pose affluent. Où est-ce que je suis ? Que s'est-il passé ? Où est Rosette ? Pourquoi mon corps est si lourd ? Pourquoi suis-je allongé sur un lit ? Est-ce un lit ? Comment se fait-il que je n'entende rien ? Où est Émilie ? Soudain, la lumière s'allume. Damien se voit alors attaché à un lit. Ce n'est pas cela qui fut le plus choquant pour lui. L'horreur était apparue à travers les machines qui l'entouraient, attachées à lui. C'est alors que Damien se rappelle des dernières scènes avant l'attaque. Le visage de Rosette déchiré, la chair, le métal, les aveux d'Émilie envers lui. Et au vu de ces machines, la terreur avait désormais pris place dans le cœur de Damien. Il hurle, mais aucun son ne sort de sa bouche. « Tu es réveillé ?» Le premier son qu'entend Damien. Une voix suivie d'une silhouette dans le coin de la pièce s'approche de lui. En voyant le visage d'Émilie, il se fige. Damien a l'impression de ne plus pouvoir utiliser son corps. Tétanisé face à elle, aucune parole ne sort de sa bouche. Émilie dit « Après ce que Rosette a fait, j'ai dû te ramener à mon atelier pour te rafistoler, pour te réparer. Rosette s'est enfuie et je n'ai pas réussi à la retrouver, je ne sais pas où elle est. » Damien reprend ses esprits petit à petit et lui demande abruptement « Est-ce que tu m'as transformé ?» « Quoi ? Non, bien sûr que non, dit-elle d'un air outré. Je ne t'aurais jamais fait ça, je t'ai sauvé la vie. Mais comment la croire, se dit Damien, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui est arrivé à la pauvre Rosette aussi. Ses forces lui reviennent petit à petit. Il décide alors de suivre son instinct. Il demande à Émilie de le détacher, car il était attaché, en la remerciant. Et au moment où Émilie lui enlève ses attaches, Damien se jette sur Émilie, la pousse, et s'enfuit de cet endroit, de cet atelier. Il court dans tous les sens. Au bout d'un moment, il se retrouve dans la forêt. Il a couru toute la nuit. Il continue à courir. Il se retrouve dorénavant, seul, à moitié nu, dans la forêt, dans la nuit sombre. Il essaye de se calmer et de réfléchir. Il ne sait pas où aller, que faire, à qui se confier, à qui faire confiance. Il se pose près d'un arbre et ferme les yeux. Le calme revient dans son cœur, mais le bourdonnement revient. Waouh. C'est pas mal, hein ? Ça le calme, hein, le petit Damien, là. Il fait moins le malin. Ça calme Skip bien. it bop. C'est trop bien. Ok. Écoute, Je me suis dit, ouais, je suis un peu parti en mode thriller et tout ça. Ouais. Mais bon, voilà. Bah, trop cool. Trop cool. Écoute, Donc voilà. Au prochain invité de faire ce qu'il ou elle veut de Damien. Ce sera elle. Tu sais, c'est 1 sur 2. Genre, t'as pas fait gaffe ? À chaque fois, c'est un garçon, une fille. Oui, je l'ai jamais dit d'ailleurs dans le podcast. Je suis pas assez intelligent pour comprendre l'intellect de Mélissa. Je suis obligé de faire avec le petit cerveau que j'ai. Donc normalement, la prochaine sera Anaïs Karaivanov. D'accord. Qui est une performeuse. Ah, mais super. Oh, mais quelle belle transition, c'est magnifique. Le destin est très bien fait. Hein. Mais écoute, je crois que c'est la fin de ce podcast, du coup. Un moment incroyable. Bah, un régal. Oui, régal partagé, délicieux même. Succulent. On continue avec les S. Hein. Merci beaucoup, Anto. Merci à toi. Trop cool de t'avoir et d'avoir cette discussion. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur Anthony Lopez Art sur Instagram, tout attaché. Oui. Ou Anto le débile
qui n'a rien à voir avec de l'art, mais si jamais vous avez envie de rigoler et C'est de très passer un bon moment, c'est artistiquement débile, c'est incroyable. Bon, bref. Lopez, c'est avec un Z à la fin, je Oui, précise, L-O-P-E-Z et Anthony A-N-T-H-O-N-Y. Voilà, Et dans tous les sinon, cas, ça j'ai. sera dans la description de l'épisode. Oui. Et sinon, j'ai un site, lopezanthony.com, qu'il faut que je retravaille un petit peu, mais qui tient debout en tout cas. Oui, oui, très chouette. Voilà. Et Oui. sinon, mon numéro de téléphone, c'est le 06. Ok, bah trop cool, merci. En ce qui concerne le podcast Donne ta patte, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur Instagram au @donneTaPatte_podcast. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube sur ma chaîne personnelle Mélissa Brézé, B-R-A-I-Z-E-T. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines avec le 8e épisode. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast aussi, à le partager, à vous abonner sur toute votre plateforme d'appli, absolument toutes. Partager, c'est aimer, hein. Donc si vous avez aimé, il faut partager. Voilà, on en a assez parlé, donc franchement faites-le. Nous ne sommes pas au bout de toutes les discussions que nous avons engagées, mais nous ne le serons jamais. Ça va Et être très c'est fun là- à éditer. Hein. C'est là la beauté de ce moment. Merci encore Anto, Mais de rien. et à très vite. Ah, ciao, bonsoir. Merci la ref.